passer à la dernière conférence. À la dernière conférence qui va être animée par monsieur le ministre délégué chargé des startups, docteur Yassine Walid. Donc, son intervention, le sujet Building Sustainable Startup Ecosystem. Donc, monsieur le ministre Yassine Walid, 26 ans, il détient un doctorat en médecine. Il a également lancé plusieurs startups au cours de ses études. L'une d'elles est devenue le premier fournisseur de cloud computing en Algérie. Il est également un membre actif de la communauté technologique et un membre fondateur de nombreuses organisations technologiques en Algérie et aussi dans la région du Maghreb. Il était nommé ministre des startups en Algérie à 26 ans, à l'âge de 26 ans, le plus jeune ministre en Algérie. Dr Yassine Walid se considère comme l'ambassadeur des jeunes et de leur voix au sein du gouvernement. Chaque jour, il travaille sur la création et le développement d'un écosystème de startups fort et plus durable pour l'Algérie. Il croit fermement que notre jeunesse est la plus grande richesse de notre pays. Sans tarder, je vous donne la parole, monsieur le ministre. Tfadal. Merci pour l'invitation. Merci à tous les participants pour la qualité de vos interventions. J'ai été ravi aussi de voir qu'il y avait quand même pas mal de personnes que je connaissais déjà et que je salue par la même occasion. Je profite aussi de l'occasion pour vous dire Saha Aïdkoum, donc kul aam wa antum bkhair. Difficile quand même de clôturer cette journée qui était quand même riche en informations et riche en présentations de qualité. Vraiment, ça nous a permis un peu d'apprendre de gens de notre diaspora pour qui on vaut beaucoup de respect. Donc, voilà, c'est vraiment pour vous remercier à tous pour vos interventions. Donc, sans plus tarder, je sais qu'il se fait un peu déjà tard. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long et peut-être accorder un peu plus de temps aux éventuelles questions que peuvent, j'imagine, se poser les personnes qui visionnent actuellement le live. Donc, je vais partager avec vous mon écran. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Oui, on peut voir, monsieur le ministre. Très bien. Très bien. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler un peu d'écosystème startup, d'écosystème startup de manière générale, mais aussi ce qui se fait actuellement en Algérie, donc ce qu'on est en train de faire, que ce soit sur le volet réglementaire, que ce soit sur le volet donc des mécanismes de financement, etc. On va essayer un peu de faire très brièvement une présentation un peu de ce qui se fait actuellement au niveau de notre ministère. Donc, comme vous le savez, les startups, c'est avant tout des entreprises innovantes. Je tenais à rappeler un peu ce que c'est que la définition de la startup, on va dire, parce qu'en Algérie, c'est souvent confondu avec les très petites entreprises, donc les TPE. Donc, il y a des éléments qui sont quand même importants de souligner. Une startup, c'est avant tout une entreprise innovante à fort potentiel de croissance. Les startups, donc en plus de leur capacité à créer rapidement de l'emploi et à créer rapidement de la richesse, ont cette capacité-là d'attirer, j'ai envie de dire, donc des investisseurs, de capter du capital et ce qui va leur permettre de manière rapide de croître et d'avoir des chiffres ou un taux de croissance qui est beaucoup plus important qu'une entreprise, j'ai envie de dire, classique. Donc, en Algérie, le sujet des startups est devenu un sujet qui est prioritaire depuis
depuis donc l'annonce du nouveau gouvernement, avec justement la création d'un ministère délégué chargé des startups. Nous faisons en sorte justement de faire en sorte que l'écosystème algérien pour les startups soit le plus propice possible aux startups algériennes et qui puisse notamment leur permettre d'accéder de manière facile à des sources de financement qui s'adaptent de manière aussi flexible à leur stade de maturité, mais aussi de pouvoir avoir un cadre réglementaire qui soit extrêmement propice, on va dire, au développement des startups. Donc, très brièvement, on va parler un peu d'écosystème startup. Donc, pour moi, le plus important, en fait, quand on parle d'écosystème startup, et peut-être l'élément le plus important, c'est la tolérance du risque. Il ne faut pas l'oublier, hein, une startup, c'est quand même une entreprise qui a un taux d'échec qui est relativement haut. On parle d'un taux d'échec de 90%, 80% partout dans le monde. Donc, c'est des entreprises qui ne vont pas forcément réussir. Et il faut préalablement accepter qu'il y ait un certain nombre de startups qui vont, on va dire, décéder en cours de chemin, qui vont fermer boutique. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, le but, au final, ce n'est pas forcément de créer en masse des startups. Le but, ce n'est pas de voir tout le monde, toutes les startups réussir parce que l'échec pour une startup, c'est quelque chose de tout à fait, on va dire, ordinaire, normal. Le but, c'est vraiment de tolérer cet échec, de tolérer aussi le risque qu'on prend en investissant sur des startups. Donc, pour moi, ça, c'est quand même un point fondamental qu'il faut peut-être souligner quand on parle d'écosystème startup. Le deuxième point important, donc qui rejoint un peu le premier point, c'est l'accès au capital. Et ça, c'est extrêmement important et ça, c'est ce qui caractérise, on va dire, les écosystèmes qui, partout dans le monde, ont réussi comparé à d'autres qui ont un peu moins réussi. Une startup, pour se financer, comme l'a dit M. Benmoud, que je salue par la même occasion, ne peut pas se financer en dette. Donc, tous les mécanismes de financement qui autrefois étaient les seuls disponibles, on va dire, pour se financer quand on est une startup en Algérie, à savoir les banques, les crédits en siège, etc., ne sont pas adaptés aux startups qui ne peuvent pas débarrer sur une dette. En fait, il n'y a rien de pire en fait, pour une startup que de commencer son activité sur de la dette. D'où l'importance justement d'encourager l'activité de capital investissement, de venture investment, et aussi d'encourager l'investissement privé, business angels. Donc l'activité pour la première, l'activité de VC en Algérie, elle existe. On a quand même quelques fonds d'investissement publics et privés qui existent, qui commencent à financer les startups, qui ont financé des startups de manière timide dans les années. Et maintenant, on a aussi la création d'un nouveau fonds dédié aux startups qui va faire en même temps du seed investment et du venture investment. Parallèlement à ça, donc, ce que nous, on essaie de faire, c'est vraiment de pouvoir rendre plus accessible le capital aux startups à travers une série de mesures qui vont d'un côté encourager les investisseurs à mettre de l'argent sur de l'innovation et sur des startups, et d'un autre côté, comme l'a dit aussi M. Benmoud, qui a parlé aussi du financement, le cadre réglementaire qui va un peu régir l'activité d'intermédiaire au financement participatif, au crowdfunding, qui va aussi permettre à ces startups d'accéder rapidement au capital. Quand on parle d'accès au capital, je pense qu'il y a un point qui est extrêmement important à souligner, c'est que durant des années, le seul pays peut-être où il était facile d'accéder au capital quand on est dans des activités de technologie de rupture ou de technologie avancée ou de numérique était les États-Unis. On parle là des années fin des années 80 et les années 90. Ça s'est créé de manière tout à fait naturelle. Ça veut dire qu'on pouvait avoir du financement du capital, on va dire, pour tous les types d'activités, allant des activités les moins risquées jusqu'aux activités extrêmement risquées. Et là, on parle de capital risque. Donc, ça s'est créé de manière tout à fait naturelle. Et dans d'autres modèles, hein, qu'on voit un peu en Europe, dans des pays de la région MENA, etc., on essaie un peu de reproduire ça de manière artificielle. C'est-à-dire qu'on essaie d'encourager
les investisseurs à mettre de l'argent sur des startups en prenant en partie le risque. C'est-à-dire que peu importe le modèle, si on essaie de comparer, je vais citer quelques exemples, le but, c'est vraiment de partager le risque avec l'investisseur, avec le fonds d'investissement, etc. Vous avez des modèles comme ça qui ont été créés en Europe. Je peux par exemple citer l'exemple de la France avec la BPI, qui était donc une banque pour les startups, mais dont le but n'est pas de financer les startups, mais plutôt d'encourager les investisseurs à mettre de l'argent sur des startups. Donc en fait, le principe est tout simple. Si vous arrivez à trouver un investisseur qui est prêt à mettre une somme d'argent, la BPI vient, elle met la même somme. Donc on va dire que là, le risque est partagé est divisé par deux. On a d'autres modèles aussi qui ressemblent fort à ce modèle-là. On a en Tunisie avec le fonds des fonds pour les startups, au Liban, etc. Donc le but, c'est vraiment pratiquement, on est un peu dans la même logique, la même philosophie, qui est de partager le risque avec le fonds d'investissement ou avec l'investisseur privé. Donc ça, c'est un peu le deuxième point que moi je considère qui est extrêmement important. Je passerai rapidement donc à un graphe que vous avez probablement déjà vu. Hein, c'est on va dire le graphe classique de évolution d'une startup versus financement. Et là, on a essayé de mettre un peu comme nous, on voit les mécanismes de financement des startups en Algérie, comment ils vont être présentés et comment on va faire en sorte qu'ils soient donc accessibles aux startups algériennes. Une startup, il faut comprendre que c'est vraiment, comment dire, une entreprise qui va évoluer au cours du temps et son financement, c'est une véritable usine à gaz. Il faut être extrêmement flexible selon le degré de maturité de la startup pour pouvoir répondre, à ses besoins, tout en prenant en considération les aspects liés un peu à son stade de maturité. Et là, il est quand même important de différencier les startups en phase de création, en phase de décollage et les startups en phase de maturité. Selon le stade de maturité d'une startup, les modes de financement diffèrent. Et là, le but, c'est vraiment de faire en sorte que ça soit flexible de l'idée jusqu'à on va dire l'entrée en bourse. Donc au début, donc on a au niveau de la phase de recherche et développement qui se passe généralement au niveau des universités, des besoins en financement qui ne sont généralement pas très importants, qui ne dépassent rarement les 1 million de dinars et qui peut-être sont plus dédiés un peu à la création d'un nouveau prototype, un proof of concept ou l'élaboration, plutôt le recrutement ou pas le recrutement, mais plutôt l'élaboration d'une solution, le développement d'une application, etc. Donc, c'est des besoins qui ne sont pas extrêmement importants. Et ça vient avant la création de la startup. Une fois la startup créée, là, on a besoin d'amorçage, donc ce que nous on appelle le seed investment. Et là, on a différents acteurs qui vont rentrer en jeu pour pouvoir participer, on va dire, à la création de la startup et répondre un peu à ces besoins pour justement qu'elle fasse ses premiers pas. Et là, on a d'un côté donc les business angels, les investisseurs privés qui vont aller mettre de l'argent directement sur les startups. On a donc le crowdfunding, comme l'a expliqué M. Mourobossi, qui est extrêmement intéressant hein, pour un pays comme l'Algérie, enfin c'est partout dans le monde, le crowdfunding, il faut savoir que c'est 460 milliards de dollars d'argent levé au profil pas que de start-up, hein, d'une manière générale en 2019, ce qui est quand même assez important. Et crowdfunding, il a un peu l'avantage d'être extrêmement flexible. Hein, c'est une méthode de financement qui répond facilement aux besoins d'une start-up. Le fonds des startups qui a été créé récemment, vous avez peut-être suivi l'annonce dans les médias. Donc, c'est un fonds d'investissement pour les startups qui va prendre qui va faire des prises de capital, des prises donc, de startups et on fera réellement des levées de fonds en dinars. Pour quelques startups qui seront sélectionnées sur la base de critères dont l'innovation ou
la viabilité économique. Dernier point qui, je pense, plus important aussi pendant la phase de création, c'est les incubateurs qui eux aussi participent directement ou indirectement à financer les startups. Euh, on va dire, si la startup, dans le cas où elle commence à réussir et elle, euh, elle montre un potentiel en fait pour une croissance à deux chiffres, comme un peu on l'espère quand on voit des startups, notamment dans le secteur du numérique. Là, on peut aussi parler de capital risque. Le fonds d'investissement pour les startups, il va comment dire, financer de manière à ce qu'ils répondent aux startups, que ce soit au niveau des toutes premières des tout premiers jours d'existence d'une startup jusqu'aux phases d'expansion ou de décollage d'une startup où on sent réellement qu'il y a un potentiel pour la startup de s'implanter et d'exporter ses services même en dehors de l'Algérie. Donc ça, c'est pour répondre un peu j'anticipe un peu parce que j'imagine qu'il y aura des questions par rapport à ça. Donc voilà. Troisième point que je considère qui est extrêmement important quand on parle d'écosystème startup, c'est le cadre réglementaire. Et là, c'est un point qui revient souvent. Pour moi, c'est la réglementation qui doit s'adapter aux nouvelles technologies et non pas l'inverse. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. D'où l'intérêt même d'avoir créé un ministère délégué chargé des startups en Algérie. C'est justement pour répondre un peu à ces enjeux-là et à cette, j'ai envie de dire, mue qui se fait de manière extrêmement rapide et qu'on remarque dans absolument tous les secteurs, dans le domaine des finances, dans le domaine de l'agriculture, du numérique, etc. Donc je pense que le plus important, en fait, quand on parle de cadre réglementaire, c'est qu'on s'adapte aux technologies et non pas à l'inverse. Et c'est pour moi, l'une des choses les plus importantes quand on parle d'écosystème startup. Cadre réglementaire implique aussi qu'on puisse reconnaître ce que c'est qu'une startup. Et là aussi, selon les pays, un peu partout dans le monde, on a différentes méthodes qui ont été faites pour reconnaître, en fait, pour distinguer la startup de ce qui n'est pas une startup. Vous avez un peu des processus de labellisation qui sont faits en Europe, récemment aussi en Tunisie, au Sénégal, dans des pays africains, etc. Et qui ont l'avantage de distinguer ce que c'est, enfin, distinguer la startup pour pouvoir justement y attribuer un certain nombre de facilités d'ordre fiscal, parafiscal, etc. En Algérie, ce cadre juridique, on va dire, qui va définir la startup a été élaboré et va bientôt avoir le jour et qui va permettre à une startup de bénéficier d'un document qui puisse justement servir dans les différentes procédures administratives pour avoir des facilités d'ordre fiscal, pour accélérer les homologations et les autorisations dans certaines activités et d'autres facilités qu'on annoncera dès que ça sera réglé. Donc ça, c'est juste pour un peu faire le tour de ce que je considère comme un des éléments les plus importants aussi, qui est le cadre réglementaire. La culture entrepreneuriale est un autre point qui est extrêmement important parce que vous allez voir dans plusieurs pays du monde, on a beau offert en fait le cadre le plus adéquat pour les startups et j'ai envie de dire aussi toutes les facilités du monde, mais si on n'a pas une véritable culture entrepreneuriale, ça ne sert à rien, c'est vraiment peine perdue. Et en fait, la culture entrepreneuriale, c'est extrêmement variable d'un pays à un autre. Et ça, je ne me rappelle plus quel intervenant avait parlé de ça. Ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, je pense que le plus grand enjeu qu'on a actuellement en Algérie, c'est le mindset des jeunes Algériens. On voit au niveau des universités que certains jeunes sont plus motivés à l'idée de quitter le pays pour travailler en back-office dans des multinationales plutôt que de créer leur propre société en Algérie. Et en fait, c'est un peu, comment dire, c'est un peu lié à l'ambition qu'on se fixe quand on est dans un milieu, quand on est dans l'université algérienne. Donc, moi qui ai eu un peu la chance d'entreprendre pendant mon cursus, c'est vraiment une expérience qui est extrêmement intéressante, malgré que c'est peut-être pas la plus facile, hein, surtout quand on fait des études parfois qui sont très gourmandes en termes de temps et d'énergie. Mais c'est une expérience qui est extrêmement importante parce que ça permet justement de sortir sa zone de confort. Et je pense qu'il n'y a rien de plus important
pour un entrepreneur que de pouvoir justement accepter de sortir de sa zone de confort. Donc, la culture entrepreneuriale, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et vu que, donc, au niveau de notre ministère, on veut pas démarrer en fait sur des prétentions. Donc, on ne veut avoir aucune prétention. On ne veut pas avoir la prétention de comprendre comment, on va dire, raisonnent les étudiants ou, je sais pas, ou les jeunes Algériens ou les potentiels entrepreneurs. Nous avons décidé justement de faire une étude qui a été faite sur plusieurs milliers d'étudiants algériens pour justement comprendre pourquoi le jeune algérien n'est peut-être pas motivé à l'idée d'entreprendre et d'essayer de régler point par point tous les points qui sont, on va dire, bloquants et qui pourraient justement décourager beaucoup de personnes à s'investir dans l'entrepreneuriat. Donc ça, je considère que c'est un point qui est extrêmement important. Je l'ai mis en quatrième position, mais c'est vraiment extrêmement important. Les compétences techniques, ça, c'est un sujet aussi qui est important parce que une startup, c'est avant tout donc l'innovation. L'innovation dans ses différentes formes, hein, parce que l'innovation n'est pas que technologique, elle n'est pas que technique. L'innovation peut être dans le business model, peut être dans plein de choses, mais les compétences techniques, on va dire, sont extrêmement importantes pour n'importe quel start-upper. Et là, j'aimerais peut-être un peu ouvrir la parenthèse par rapport au langage de programmation. J'ai été un peu l'un des fervents défenseurs de l'introduction des langages de programmation dans les universités, les centres de formation professionnelle, etc., parce que je considère que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Actuellement, apprendre un langage de programmation, apprendre à coder, en fait, c'est tout aussi important que d'apprendre de la chimie ou de la physique. Si la chimie ou la physique ont été introduits dans les manuels scolaires dans le passé, c'était pour répondre un peu aux besoins de la première révolution industrielle. Et là, pour répondre à la quatrième révolution industrielle, je pense qu'il est extrêmement important de pouvoir donc faire monter en compétences les étudiants et pas que, hein, même les ingénieurs et les universitaires algériens. Et justement, je pense que tout le monde devrait apprendre à faire de la programmation parce que ça peut être utile dans absolument tous les domaines. Un exemple que j'aime bien citer un peu pour un peu illustrer mon propos, vous savez, Zara, donc, qui fait partie un peu du groupe espagnol Inditex, elle emploie plus de data scientist que de designers. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'il y a plus d'informaticiens actuellement au niveau de Zara que de stylistes. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est un peu ça, en fait, qui fait actuellement qu'il y a certaines entreprises qui sont beaucoup plus performantes que d'autres. Actuellement, quand vous rentrez dans une boutique Zara, tous les vêtements sont équipés d'une puce RFID. On a en temps réel statistiques du nombre de produits vendus, du nombre de produits par couleur, par taille, etc., etc. Et c'est ce qui permet donc à l'entreprise d'adapter rapidement sa production selon justement les tendances, et ça se fait de manière, c'est en temps réel. Et c'est juste pour vous dire à quel point c'est devenu important en fait pour n'importe quelle entreprise, hein, pas que pour les startups, de justement monter en compétence, notamment dans les secteurs des nouvelles technologies, etc. Donc, sixième point que je considère aussi très, très important, c'est la visibilité du succès. Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, en parler avec le professeur Heimer. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Par rapport au fait qu'en Algérie, on ne donne peut-être pas beaucoup de visibilité aux startups algériennes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pénalise beaucoup l'écosystème parce que ce qui est peut-être aussi improbable, on va dire, que cela puisse paraître, on a des startups en Algérie, qui sont créées en Algérie et qui font des choses absolument remarquables. J'en avais cité une tout à l'heure qui est dans l'intelligence artificielle, mais on en a d'autres hein, qui commencent à s'installer dans des pays africains, dans d'autres pays du monde, etc. Et durant des années, on n'a peut-être pas assez mis l'accent sur ces success stories-là, alors que dans certains pays, on a une sorte de nation branding où on essaye de mettre en avant les startups, les réussites
c'est les licornes et ceux dans tous les médias. Donc ça, c'est un point qui est très important parce que avoir des champions et donc qui puissent avoir bénéficié d'une grande visibilité peut tirer tout l'écosystème vers le haut, peut aussi motiver beaucoup de personnes à entreprendre, à créer des startups. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis ce point parce que je considère que les champions algériens doivent gagner en visibilité et doivent justement bénéficier d'un maximum, on va dire, de visibilité, que ce soit au niveau national ou international. Septième point, c'est un peu les structures d'accompagnement. On parlait tout à l'heure d'incubateurs, d'accélérateurs, etc. Le sujet, j'ai envie de dire, tellement important en Algérie qu'un ministère délégué a été créé rien que pour ça. Donc, pour les incubateurs, c'est dire un peu l'importance de la question en Algérie. On a en Algérie pas mal d'incubateurs publics et aussi des incubateurs privés qui font un travail absolument remarquable. Et c'est vraiment une activité qui est en plein essor en Algérie. On a de plus en plus d'initiatives et de plus en plus de structures qui se créent vraiment partout en Algérie. Il y a une certaine dynamique qui a été amorcée et on considère que c'est extrêmement important parce que c'est ce qu'on appelle nous les structures d'accompagnement. Donc elles jouent un rôle important donc, dans la genèse des startups et leur croissance. Parallèlement à ça, on a aussi un projet important donc, de création d'une véritable startup city au niveau, que ce soit au niveau d'Alger, de l'Est et de l'Ouest du pays, et qui va être de véritables technopoles, pas juste nationales, mais même à dimension continentale. C'est des projets où on se donne un peu l'ambition de positionner l'Algérie comme un véritable pôle de l'innovation en Afrique. Donc, infrastructure, pour rejoindre un peu le septième point, et là je parle beaucoup plus d'infrastructure IT. Ça c'est quelque chose aussi, on nous pose beaucoup la question, même si notre responsabilité est partagée avec un autre ministère qui est celui des télécoms. Donc l'écosystème, c'est aussi des data centers, c'est aussi une bonne connexion Internet, c'est un déploiement de la fibre optique, etc. Donc tout ça, c'est des sujets qui sont extrêmement importants pour les startups, notamment ceux activant dans les domaines technologiques. Et bon, c'est vraiment une mission qui est un peu qui est beaucoup plus portée par le ministère des Télécommunications que par notre département ministériel, même si on fait en sorte donc de collaborer avec le ministère pour justement trouver des solutions et rattraper du retard qu'on a, il faut le dire, accumulé durant quelques années, que ce soit en matière de qualité de l'Internet ou aussi de souveraineté de la data de manière générale, donc de disponibilité de data center, etc. Donc ça aussi, je l'ai mis parce que je considère que c'est un point qui est extrêmement important pour les startups. Et là aussi, il y a pas mal d'efforts qui sont en train d'être c'est un effort en fait qui est en train d'être fait sur le terrain pour essayer de rattraper un peu le retard. Et là, on va dire le neuvième point, et je pense le plus important. En plus important, je l'ai mis quand même à la fin, mais voilà, c'est vraiment un point qui est très important. La partie la plus importante de l'écosystème, c'est vous. Quand je dis vous, c'est beaucoup plus toutes les startups qui sont en train de suivre, tous les porteurs de projets. C'est parce que nous, en fait, au niveau du ministère, nous faisons un peu un rôle de catalyseur où on essaye de faire en sorte de faciliter un maximum tous les procédures administratives, financement, etc. Le plus important, c'est vraiment ce qui se passe sur le terrain. Et le plus important, c'est justement les startups et les différents porteurs de projets. Et justement, pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, nous, on essaie vraiment de ne pas partir sur de la prétention, hein, on essaie vraiment d'être en contact permanent avec la communauté, avec justement les jeunes, les porteurs de projets, etc., pour être un peu leur porte-voix au niveau du gouvernement. Nous avons justement organisé chaque jeudi des journées portes ouvertes que nous avons dû malheureusement interrompre à cause du coronavirus.
où on traite à chaque semaine autour d'une table ronde des thématiques précises en présence d'acteurs donc de la thématique. Nous avons continué à le faire via visioconférence. La dernière fois, on avait atteint 250 participants, donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est la raison aussi pour laquelle on participe à cette initiative que je salue une nouvelle fois. Donc vraiment, c'est extrêmement important pour nous d'être à l'écoute, on va dire, de ce qui se passe sur le terrain, de ce qui se passe au niveau donc des acteurs de l'innovation et de la tech en Algérie, et de répercuter ça, que ce soit sur le point de vue réglementaire, que ce soit sur la politique de l'État ou sur les différentes mesures qu'on essaie d'entreprendre pour faciliter la vie des startups algériens. J'ai essayé de ne pas être trop long, donc je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Si vous avez des questions, merci Monsieur le Ministre pour cette présentation succincte. Donc, moi, je voudrais juste vous poser une question. Je vais commencer par moi-même. Concernant les incubateurs, bon, il y a plusieurs initiatives actuellement en Algérie, 2 ou 3 incubateurs privés que je connais. Il y a IncubMe, il y a d'autres. Est-ce qu'après, dans la nouvelle loi qui va être promulguée prochainement, il y aura des possibilités de financer ces incubateurs, c'est-à-dire financer les projets des startups qui sont incubés dans des incubateurs privés, mis à part le coaching, l'accompagnement, etc. Parce qu'actuellement, ces incubateurs, ils sont en train de voir, d'essayer de rechercher, de trouver, essayer de trouver des sources de financement. On ne fait aucune distinction entre les startups. Comment ? J'ai pas entendu. Allô, allô. Je pense qu'il y a un petit décalage. En fait, on ne fait aucune distinction entre les startups incubées, les incubateurs publics ou les incubateurs privés. Non, je veux dire sur la partie formation. Je pense qu'il y a un petit décalage de quelques secondes. Donc, je vais répondre à nouveau. Pour nous, il n'y a absolument aucune distinction entre les startups incubées dans des incubateurs privés au public. Les nouveaux mécanismes de financement qui ont été annoncés intéressent que ce soit les incubateurs publics ou les incubateurs privés. Donc, il n'y a absolument aucune distinction entre les deux. Oui, mais moi, je parle de la première partie de formation et d'accompagnement de ces startups. Est-ce que l'État va prendre en charge cette partie-là sur le plan financement? Alors, en fait, déjà, peut-être qu'il serait peut-être important de préciser de quel type d'incubateur on parle. Parce qu'en Algérie, on a aussi beaucoup de coworking space Voilà. qui se considèrent comme des incubateurs, mais après, que ce n'est pas forcément des incubateurs. Mais en fait, on a différents modèles en fait, d'incubateurs en Algérie. Même les coworking space sont extrêmement importants parce que c'est des structures d'accompagnement. Mais en fait, il faut juste un peu préciser pourquoi je pose pourquoi je précise, parce que quand on finance une start-up, on est en train de financer indirectement un incubateur. Beaucoup d'incubateurs prennent des participations au niveau des start-up. La réussite du startup, la réussite de l'incubateur dépend en fait de la réussite de la startup. C'est-à-dire que quand on finance une startup, on est indirectement en train de financer un incubateur. Ça, c'est d'un côté. Et d'un autre, il y a aussi, comme je l'ai dit, aussi donc un programme où on va financer aussi des incubateurs pour leur permettre justement d'accompagner à bon escient ces startups-là. Et pour revenir à ce que j'ai dit, on ne fait absolument aucune distinction. On considère que l'écosystème, en public, on a l'ANPT, donc, qui est l'Agence nationale de la promotion des parcs technologiques, qui a quelques incubateurs à Alger et ailleurs. Mais comme vous l'avez si bien cité, on a aussi des incubateurs privés qui font un excellent travail. On a même des incubateurs privés qui ont fait du scaling, qui se sont même implantés dans d'autres pays. Et on peut être que fier de ça, en fait. Très bien, merci beaucoup. Donc, il y a une question, docteur Azizi. S'il vous plaît, parlez-nous du cadre juridique des startups en Algérie. Deuxième question, le rôle des incubateurs universitaires dans l'écosystème des startups.
Sa troisième question, pourquoi toujours on ignore le rôle des maisons de l'entrepreneuriat Ouais. installées au niveau des universités? Ouais. Y a-t-il un lien au site ou Facebook du ministère des startups? Ouais. Est-ce que je peux intervenir pour ajouter une question? Oui, vas-y, Oui. تفضل Mustafa, تفضل. Monsieur Al-Khair, merci Monsieur le Ministre. Juste dans le cadre de l'entrepreneuriat, moi j'étais à Bel Abbas, j'étais à Bescala récemment, mais on ne sait pas quel est le rôle de la maison de l'entrepreneuriat au niveau de l'université, sachant que la maison de l'entrepreneuriat travaille avec l'ANSEJ. L'ANSEJ, elle est sous la tutelle du ministère du Travail et il y a les pépinières d'entreprise. Les pépinières d'entreprise, ils sont sous la tutelle de l'Envreded. L'Envreded est sous la tutelle de la Direction générale de la recherche. La Direction générale de la recherche, elle est sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur. Et après, maintenant, il y a les CATI. Les CATI sont sous la tutelle de l'Institut national de la propriété intellectuelle, qui sont sous la tutelle du ministère de l'Industrie. Et on ne sait pas, 3 ministères qui gèrent la même chose au niveau de l'université. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose, essayer de faire rassembler tout ça, voilà, pour faciliter la chose à l'entrepreneur, le jeune universitaire. Voilà, merci. Je vais répondre aux questions. Donc, première question, si j'ai bien compris, enfin, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'était par rapport au cadre règlement, enfin, juridique qui définit la startup. Donc, pour faire simple, les startups algériennes pourront justement soumettre au niveau d'un comité qui va bientôt être créé online, de manière tout à fait électronique, donc des demandes pour obtenir un label. Dès qu'on a le label, donc qui va un peu certifier la startup, qui va labelliser en fait, c'est un document on va labelliser la startup, ça ouvrira le droit à un certain nombre de facilités, notamment une qui a été introduite au niveau de la loi de finances complémentaire 2020 et qui donc, permet aux startups d'être totalement exonérées de charges fiscales, TVA, IBS, etc. Donc, c'est extrêmement important et intéressant pour les startups. Ce label-là permettra aussi d'accéder de manière facile au financement à travers le fonds d'investissement des startups qui a été annoncé aussi il y a quelques semaines. Donc, ça, c'est vraiment pour répondre. Et pour vraiment rassurer tout le monde, ça ne sera pas une procédure lourde ou bureaucratique ou quoi que ce soit. Ça se fera en ligne, ce sera relativement rapide. Et avec ça, on essaie vraiment de faire en sorte qu'on puisse distinguer une start-up d'une entreprise, d'une TPE ordinaire. Deuxième question par rapport aux maisons d'entrepreneuriat au niveau des universités. Alors en fait, il y a eu différentes, j'ai envie de dire, initiatives qui ont été faites au niveau de l'université pour promouvoir l'entrepreneuriat. Il faut bien qu'on se mette d'accord qu'au niveau de notre ministère délégué chargé des startups, notre sujet, c'est les startups. C'est-à-dire que ce n'est pas, pour répondre aussi à la troisième question, ce n'est pas les entreprises en siège, ce n'est pas les entreprises classiques, on va dire. C'est vraiment les entreprises qui sont dans des secteurs de l'innovation et donc qui ont donc ce besoin en capital. Donc, c'est vraiment pour préciser. Après, petite information, mon siège n'est plus sous la tutelle du ministère du Travail, elle est sous la tutelle d'autres ministères. Donc, pas le ministère délégué chargé des startups, mais le ministère de la micro-entreprise, des startups et de l'économie de la connaissance, dont dépend notre ministère délégué. Ce qu'il faut comprendre, en fait, et je pense que ce serait peut-être intéressant de le clarifier pour tout le monde, il y a un nouveau ministère qui a été créé. Et dans ce ministère-là, il y a 2 ministères délégués, un ministère délégué chargé des startups et un autre ministère délégué chargé des incubateurs. Ça, c'est vraiment pour on va dire, enlever ce voile un peu, ce mystère un peu qui entoure les 3 ministères. Donc, et pour répondre un peu à votre question, hein, les pépinières, c'est vrai que les pépinières de manière générale, hein, que ce soit celles qui sont au niveau des universités ou celles qui sont sous la coupe de la direction de la PME au niveau du ministère de l'Industrie, n'ont peut-être pas dans le passé été utilisées à bon escient. Et ça fait partie aussi de comment dire, notre programme de pouvoir profiter de ces espaces-là qui pourraient aussi servir donc
de structures d'accompagnement pour les startups. Donc, Il y a deux questions. D'accord, vas-y. Il y a une question. بصفتكم وزير ما هي الآليات المقترحة لتمويل ونجاح المؤسسات الناشئة؟ je pense que c'est un peu le sujet de ma présentation. Hein. C'est ce qu'il a expliqué. Oui, tout a été expliqué dans la présentation. Donc, allez-vous vers le financement des incubateurs ou bien directement les startups? Je pense que j'ai répondu à cette question aussi. Oui. Moi, j'ai une question par rapport justement au mode de financement. Je ne sais pas si vous, Monsieur le ministre, si vous privilégiez un petit peu un type particulier de financement. Et je parle bien sûr de la partie début de la start-up, donc la partie la plus risquée, là où il y a est-ce que c'est le crowdfunding ou bien le capital risque ou bien les fonds d'investissement, les fonds d'investissement ou les fonds de participation? Non, de notre côté, on privilégie aucun mécanisme de financement. Bien au contraire, en fait, on fait en sorte de diversifier les sources de financement pour permettre à tout le monde de trouver du financement. Donc, les différents mécanismes ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, on n'a pas vraiment de préférence, on va dire. On essaie justement d'avoir un cadre qui puisse encadrer tous ces mécanismes-là. Et après, ce sera vraiment à la start-up de voir comment elle veut se financer. Oui, et justement, ça vient une autre question qui va venir. Donc, est-ce qu'il y aura un cadre législatif qui va un petit peu encourager tous ces types de financement? Parce que là, on voit que… En fait, on a plusieurs projets de textes de loi en fait, qui sont en train qui ont été élaborés, en fait, qui sont en train d'être discutés, dont notamment certains qui vont permettre d'encourager les investisseurs à mettre de l'argent sur des startups pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Donc, c'est un peu pour encourager les gens à éventuellement les grands industriels, les grands groupes industriels, etc. On a aussi un projet aussi par rapport à tout ce qui est Open Innovation, ce qui est innovation ouverte, où justement on essaie de faire en sorte d'encourager ça de manière vraiment réglementée. Je pense que ça va être un peu inédit dans la région, hein, donc un cadre qui encourage l'Open Innovation, c'est vraiment quelque chose d'inédit. Et dernier point, c'est aussi, c'est pas à négliger, c'est l'accès au marché public qui reste vraiment quelque chose de très important. Et là aussi, on travaille avec les différents ministères concernés pour justement faciliter l'accès au marché public pour les startups qui peuvent justement proposer des services que ce soit aux établissements publics ou aux administrations. Donc ça, c'est un peu pour répondre à votre question. Merci. Ali, je prends la parole. Bonsoir tout le monde, bonsoir Monsieur le Ministre. Merci pour la présentation qui était très claire et très pertinente. Par contre, ma question, elle est un peu technique. C'est-à-dire, ces startups au jour d'aujourd'hui, si on considère une startup qui démarre, que ça marche bien, on a réglé le problème du financement et on vend des produits ou des services à l'international. Là, on fait une exportation de services, par exemple, à partir d'Algérie. Le paiement se fait donc en euros ou en dollars ou en monnaie en devise internationale. Est-ce que la startup recevra le fruit de ses ventes totalement en dinars ou en devises? Là, en adéquation avec la réglementation d'échange actuelle qui n'est pas à jour ou, dans ce sens, j'imagine. Alors, en fait, c'est un problème dont j'ai souffert, on va dire, quand j'étais de l'autre côté, hein, du côté comme acteur économique. Donc, c'est vraiment une question que je connais très bien. Et c'est une question un peu qui est très importante pour nous parce que le but, c'est vraiment d'avoir des startups qui puissent s'exporter à l'international, donc qui puissent faire du scaling. On ne peut pas faire du scaling, on se concentre uniquement sur le marché national qui est quand même très réduit. Donc, notre but, c'est vraiment d'avoir des startups
puissent s'implanter dans d'autres pays, qui puissent rapatrier de la devise de manière tout à fait… Donc, chose que je n'avais pas compris durant des années, c'est pourquoi c'était aussi compliqué de rapatrier de la devise en Algérie, alors Oui. que normalement, c'est quelque chose qui devrait être encouragé parce que on va dire, c'est le plus important. Donc, par rapport à ça, on est justement en train de… juste pour vous dire à quel point c'est important, la semaine prochaine, on va voir le gouverneur de la Banque d'Algérie justement pour régler cette partie-là cette partie de la problématique qui est le rapatriement de la devise. L'autre problématique aussi que je vais aborder, que vous n'avez pas peut-être aussi, donc vous êtes au courant, c'est aussi le fait de devoir justifier les rapatriements. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a pénalisé beaucoup d'acteurs qui sont dans le digital à exporter leurs services, parce que c'est souvent des petits abonnements de 2-3 euros. Donc, s'il faut à chaque fois justifier un petit rapatriement, c'est vraiment pénible. Et dans ce contexte-là, donc on a vu, ça y est, un ministère délégué chargé du commerce extérieur avec qui, justement, on est en train de mettre en place un cadre réglementaire qui pourra faciliter l'exportation de services, et notamment les services numériques. Donc ça, juste pour vous dire, hein, c'est vraiment l'un des sujets les plus prioritaires et les plus importants qu'on est en train de traiter, parce que, comme je l'ai dit, pour nous, le plus important maintenant, ce n'est pas d'avoir des consommations, enfin des startups, j'ai envie de dire, à consommation locale, hein, qui exportent, mais c'est vraiment d'avoir des champions algériens qui puissent exporter leurs services à partir de l'Algérie, qui puissent faire des levées de fonds en Algérie. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Je pense que ces problématiques-là ne vont pas vraiment prendre du temps à être… là, on est vraiment en train d'avancer très rapidement, que ce soit du côté du ministère des Finances, de la Banque d'Algérie ou du ministère du Commerce. Ils sont extrêmement réceptifs à nos préoccupations, et je pense que c'est quelque chose, c'est des questions qu'on va traiter très rapidement. Merci, monsieur le ministre. Je vous en prie. Ali, est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? C'est à moi de… Non? مرحبا تفضل تفضل oui vas-y. C'est Habib Atia du FMA. Donc, juste une question à monsieur le ministre. Tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation, elle est très explicite. Je pense que l'écosystème est complet. Les mécanismes de financement, ils sont très cohérents. Et ma question est justement sur les mécanismes de financement à court terme. Quand je vois très bien que la loi de finances est arrivée avec un article sur le crowdfunding, ça c'est très bien. Et puis, il y a d'autres mécanismes de financement que vous avez évoqués tout à l'heure pour tout ce qui est le capital amorçage, capital development, and so on. On sait très bien maintenant, dans un article de loi, jusqu'au développement de véritables plateformes de crowdfunding, ça prend du temps. Ça prend, je dirais, minimum, ça prend 1 an, minimum 2 ans, pour mettre en place réellement des plateformes de mobilisation de fonds auprès des particuliers, ou bien, voire même mettre en place des plateformes de peer-to-peer lending. Et aujourd'hui, ce qu'on constate en Algérie, les mécanismes de financement, ils sont traditionnels, ils sont, on les connaît tous, c'est les banques. Ils financent quasiment la grande partie de l'économie, y compris les petites entreprises et même les startups. Sachant que les startups, avec tous les risques qu'elles présentent, les banques ne sont pas très chaudes à aller sur le marché des startups. Donc, à court terme, quels sont les mécanismes que le ministère va mettre en place pour accélérer les financements des startups, disons, dans un horizon d'1 an, 2 ans? Moi, j'ai pensé à un mécanisme, parce qu'on a des capitaux risqueurs en Algérie aujourd'hui, je pense qu'il y a 4 ou 5 qui peuvent en moins financer dans un premier temps quelques entreprises. Mais même dans le contexte actuel, dans le contexte des risques encourus par les startups, je pense que même les capitaux risqueurs, ils seraient, je dirais, réticents à prendre des tels risques. Est-ce que le gouvernement envisage de mettre en place des mécanismes de garantie dans un premier temps pour accompagner les capitaux risqueurs à prendre ces risques dans un premier temps, le temps que les autres plateformes de financement puissent être développées et opérationnelles? Merci. Très bien. Alors, je vais répondre à votre question qui est extrêmement pertinente. En fait, il faut un peu comprendre déjà qu'est-ce qu'une société de capital d'investissement en Algérie. Donc, vous savez, une société de capital d'investissement en Algérie, c'est pour faire simple, hein, et je ne vais pas trop m'étaler sur ce qui est réglementaire et juridique, etc. C'est une société de capital d'investissement qui peut déléguer sa gestion à une société de gestion de fonds d'investissement. Et cette architecture-là a été faite dans le but de séparer les actionnaires de l'administration pour qu'on puisse un peu répondre aux standards internationaux en matière d'investissement en capital. Et donc, ce qui est tout à fait possible et envisageable, hein, et ça fait même partie de ce qu'on
planifie de faire, on va dire, c'est que le fonds qui a été créé puisse aussi déléguer la gestion d'une partie du fonds qui sera, on va dire, définie à peut-être des sociétés de gestion de fonds d'investissement spécialisées qui vont aller se spécialiser dans différents secteurs, dans les fintech, dans l'agritech, etc., et qui auront l'avantage d'avoir les connaissances métiers, en fait. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Après, vous avez parlé aussi du fait que par rapport au crowdfunding, qu'on va voir, qu'on va peut-être, que ça va prendre du temps pour que ça voit le jour, etc. Moi, je vais vous dire un truc. En Algérie, il faut jamais, c'est vraiment, on l'a vu, hein, c'est quelque chose qu'on a pu voir dans le passé et qu'on continue à voir. Il ne faut pas essayer de prédire ce qui va se passer en Algérie en se basant sur ce qui s'est passé dans d'autres pays du monde. On est quand même le seul pays du monde qui est passé de la 2G à la 4G en l'espace de deux ans. On a fait 2G, 3G, 4G en l'espace de 2 ans. Donc, juste pour vous dire qu'on est vraiment dans un pays dont la jeunesse est extrêmement avide de technologie. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'à l'annonce même qui aurait un cadre réglementaire pour le crowdfunding, on a déjà 3 startups qui font ça. Donc, on a déjà 3 startups qui ont été créées. L'une qui est en train de faire donc une opération pour collecter des fonds. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point il y a cet engouement en fait, de la jeunesse algérienne, même dans l'absence, on va dire, d'un cadre réglementaire complet qui définit le rôle de l'intermédiaire de financement participatif, etc. Donc, nous, on ne s'inquiète pas par rapport à ça. On sait qu'on a déjà en fait, quelques acteurs qui sont là et qui sont extrêmement actifs. Donc, on ne s'inquiète pas par rapport à ça. Après, vous avez parlé d'un sujet qui est très important, qui est dans le fait qu'on aurait peut-être besoin en urgence d'avoir des sources de financement pour ces startups-là dès demain. Et par rapport à ça, je peux vous dire que en fait, on essaie d'avancer un peu en 2 temps. On a d'un côté des objectifs court terme, ce que nous on appelle les quick wins, où on essaie vraiment de régler des problèmes de manière rapide, et aussi d'autres projets qui effectivement prennent le fonds des startups dont je vous parle. Il a déjà été créé, l'administration est en train d'être organisé, le fonctionnement, les mécanismes de financement, ils ont été établis. Donc, on essaie vraiment de rattraper le retard, on va dire, qui s'est accumulé durant des années, mais de manière extrêmement rapide. Et je pense que, et je vais le dire, hein, c'est très réaliste, on va pouvoir lever des fonds avec ce fonds vraiment très rapidement avec des startups, je pense, avant septembre, avant la rentrée sociale. Mais vous avez aussi raison aussi d'évoquer qu'en Algérie, on a déjà des sociétés donc, de fonds d'investissement qui sont déjà là et qui sont peut-être déjà en train de financer des startups. On en a quelques-unes qui sont extrêmement sérieuses, hein, que je connais personnellement, donc que j'ai eu l'occasion de connaître, que ce soit avant ou après ma nomination. Donc, on compte beaucoup sur eux. On fait aussi en sorte de faciliter cette activité-là pour ces sociétés et elles ne sont pas moins importantes que le fonds. Hein. Le fonds, c'est vraiment pour encourager les gens, encourager l'investissement dans l'innovation. Mais c'est vrai qu'après, ce plus important, c'est une fois qu'on aura démarré cette dynamique, qu'on puisse voir de plus en plus des fonds d'investissement qui se créent en Algérie, qui ne seraient pas forcément algériens. Hein. On a même, je peux vous dire, on a depuis 3-4 semaines, trois fonds étrangers qui sont extrêmement intéressés à l'idée de s'implanter en Algérie, notamment vu à les nouvelles dispositions de la loi de finances complémentaire de 2020. Et à terme, notre but, c'est vraiment de faire en sorte qu'on ait des sources de financement extrêmement diversifiées pour les startups. Ça va, je pense, évoluer très rapidement. Donc, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Très bien, merci beaucoup. Intervenir, je peux. Ali. Vas-y. C'est fait, Ouais. Merci, Monsieur le Ministre. Ça a été un plaisir de vous écouter. Je suis d'autant plus ravi de voir décliner un peu dans des détails le plan d'action qu'a présenté le gouvernement, qui a parlé de changement de paradigme je suis en train de toucher à travers ce que fait votre département. Par ailleurs, je voulais rebondir sur le 7e point qui a été celui de la visibilité. Qui est très important, effectivement. J'allais même dire que, de par le passé, nos gouvernants ont été quand même accusent un déficit de communication, j'allais presque dire chronique et pas intelligent.
Donc, en rebondissant sur le 7e point de visibilité, c'est vrai, on fait beaucoup d'actions, mais on ne sait pas les porter à l'opinion, on ne sait pas en faire les capitaliser. Donc, cette symbolique qui est très importante au niveau de la com, moi j'avais proposé à Monsieur le ministre très rapidement, on pourra encore trouver d'autres espaces pour parler en détail ou alors pour. Mais je profite de cette occasion pour dire, moi j'ai invité à faire une sorte de biennale, peut-être une biennale ou tous les 4 ans, ou je ne sais pas, mais le temps presse. J'ai pensé à une biennale. C'est un grand forum qui puisse ramener cette diaspora, c'est-à-dire dans la réalité, faire dans la réalité cette semaine qu'a faite l'école, qui est en virtuel. Ce serait un très grand coup médiatique, ce serait un très grand coup de communication et de symbolique pour tout le pays, pour la gouvernance, la nouvelle que nous voulons installer. Notre diaspora, notre chère diaspora qui ne veut que ça, moi j'ai un rêve, ce rêve-là, c'est de voir vous, parce que votre biais, le biais de cette architecture institutionnelle, la déclinaison du ministère en 3 ministères, notamment celui de la start-up, puisque c'est l'entreprise en vogue maintenant et puis depuis un certain temps, mais qui porte l'économie de la connaissance. Donc, je voulais voir Monsieur Habba Laiberg, tous nos grandes success stories extraordinaires, mais en vrai, dans le cadre d'un forum. Il a parlé, Monsieur le ministre a parlé des assises de la start-up, je ne suis pas contre, c'est bien, mais rendre effective et opérationnelle notre diaspora, en ce sens que si elle est en chair et en os, que nos jeunes de 20 ans, les porteurs de projets, tout ce beau monde, les universitaires surtout, enfin tous les étudiants, viennent pour discuter de visu avec M. Habba, avec M. Melikchi, que sais-je encore, de toutes nos grandes stars de la diaspora, c'est un truc extraordinaire sur le plan symbolique et par ailleurs sur un plan réel. Par ailleurs, moi j'ai toujours milité, je continue à militer pour la territorialisation, en ce sens que notre diaspora peut aider à la prise de décision locale dans les projets de la commande publique. Donc les impliquer immédiatement avec des professionnels, pas uniquement les startups, parce que les professionnels qui agissent sur le terrain, autant en service que professionnels dans la construction, peuvent avoir cet apport inestimable qui pourrait nous faire gagner, économiser des devises. Quand on connaît quelqu'un qui est extraordinaire dans l'hydraulique ou que sais-je encore en médecine, qui peut venir donner du conseil et puis farfouiller un cahier des charges qu'un ministère est en train de faire, une wilaya, et donner son avis orienté, sachant qu'il est au fait du marché international. Ça, c'est l'implication directe. C'est pour ça que je suis ravi de vous voir décliner tous les détails. Et puis, une chose extraordinaire que vous avez dite à laquelle j'y crois, on peut ne pas faire la même histoire. L'historicité peut ne pas être la même, on fait le raccourci. Parce que la mondialisation actuellement peut nous permettre cela. Notre jeunesse est dans le monde. Elle a conscience du monde, elle est dans le monde, elle a les outils de le lire comme il est. On peut, et certainement, on ne fera pas le même cheminement. On ira très vite. Je veux juste dire mon bonheur à vous avoir écouté, Monsieur le ministre, parce que vous déclinez un peu les politiques publiques, c'est extraordinaire. J'aimerais que ça aille très vite, que la diaspora s'implique, parce qu'elle est en train. Voilà ce que je voulais dire. Je suis en train de voir Béchir. C'était pour dire aussi les success stories que nous a raconté Béchir. Mais Béchir, aujourd'hui, en visioconférence, c'est un public assez réduit, peut-être, je ne sais pas, ceux qui peuvent, mais si c'est porté par les pouvoirs publics, par un gouvernement qui fait un panel, et les panels, je crois que ça peut prendre 5 jours, une semaine, que sais-je encore, mais que ça se devienne une tradition, une biennale. Tous les 2 ans, on peut rassembler, ramener, parce que je veux aussi dire une chose, les ratages qui ont été la gouvernance, ancienne gouvernance, ça a été de les ramener pour les mettre au Sheraton, pour faire de la com comme ça, mais bon. Mais sur le plan de l'opérationnalité, on n'a jamais été percutant, on n'a jamais su cette méthode. Maintenant, ça nous permet, vous êtes un capital symbolique pour notre pays. Je veux vous dire ça parce que vous êtes au fait de votre sujet, vous êtes dans le monde et vous avez l'âge pour vous. Donc, merci encore.
Merci à vous, Monsieur Karouani, pour votre enthousiasme. Ah, merci à vous aussi. Merci pour vos encouragements aussi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Pareil. Donc, effectivement, c'est ce que vous avez dit. Je partage parfaitement votre avis, que ce soit un peu du côté de l'importance de la diaspora pour l'Algérie. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Je profite aussi de l'occasion pour vous dire qu'il y a un secrétariat d'État qui a été créé pour la diaspora. Je peux vous dire à quel point c'est un sujet qui est très important. Je vois aussi qu'il y a pas mal de gens de la diaspora dans cette belle visioconférence, dont certains que je connais ou que j'ai eu l'occasion de connaître dans le passé. Donc, je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose de très important pour nous parce que cette diaspora-là, c'est aussi une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes, y compris moi. Donc, quand je vois M. Halimi, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à 3 ans, je ne sais pas s'il se rappelle ou pas, qui est quand même un modèle pour beaucoup de jeunes Algériens. D'ailleurs, j'ai oublié l'autre fille. Pardon. Monsieur Lotfi aussi, oui, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour lui dire que j'ai consulté avec beaucoup d'intérêt le projet de création d'une école au niveau de Sétif qui s'intéresse à l'innovation. C'est le plus beau cadeau que vous aurez pu faire à notre pays, donc je vous remercie pour ça. Donc, vraiment, c'est tout cet engouement en fait, de la diaspora algérienne pour l'Algérie qui vraiment nous motive en fait, à travailler. On considère que c'est vraiment important et puis d'un autre côté, ça nous rajoute un peu une couche de pression en plus. Parce que voir des sommités comme M. Halimi ou M. Belkhair, donc, qui veulent voir des choses se passer en Algérie et puis dans une étape qui est quand même une étape charnière de l'histoire du pays, ça ne fait que nous motiver à justement nous impliquer encore plus dans notre mission. Par rapport à ce que vous avez proposé, hein, l'événement, la rencontre, on va dire, je suis parfaitement pour. Je peux vous dire, c'était même l'un des projets qu'on avait commencé à discuter au niveau de notre ministère. Ça a été malheureusement un peu retardé, on va dire, ou plutôt reporté à cause de la pandémie de coronavirus. Mais je ne pense que dès la fin de la pandémie, on essaiera de faire quelque chose. Mais déjà, rien que le fait qu'on le fait de manière virtuelle, déjà, c'est déjà, je pense, c'est déjà très positif. Hein, absolument, absolument. Serali, puis-je poser la prochaine question, Monsieur le ministre? Je vais te donner la parole, Tfadl Lotfi, et puis on va passer à Sil Béchir aussi. Merci très bien. Monsieur le ministre, bravo encore pour une très bonne présentation qui prouve encore une fois que vous êtes vraiment à la hauteur du défi qu'on vous a jeté sur les épaules. Et on est très fiers du travail que vous faites pour les jeunes Algériens et la jeunesse algérienne. Pour ma question, c'est un peu spécifique. C'est au sujet des produits de placement, comme on dit en anglais, les instruments d'investissement, investment instruments, et le cadre juridique qui doit les accompagner, en fait, qui doit leur permettre de venir en existence et de les stimuler à la même en même temps. Et je vais donc vous donner juste comme titre illustratif mon propre parcours quand j'ai fondé ma propre start-up aux États-Unis et qui n'est pas atypique de ce que des start-up ont besoin de lever pour pouvoir vraiment avancer de l'avant. Donc, j'ai en fait fondé ma société Kirtas en Silicon Valley comme une société par action. Et il n'y avait aucune autre méthode qu'une structure qu'une société par action. J'ai levé $500 000 de angel investments, des business angels, sous la forme d'une débenture convertible, convertible debenture. Convertible debenture, c'est une dette qui n'est pas garantie, mais qui doit se convertir en actions privilégiées dès qu'il y a une levée de fonds par action privilégiée. Donc, après les $500 000, il n'y a même pas eu de valeur capitale qui a été fixée sur la société. Et c'est ça qui permet aux fondateurs et au management de pouvoir lever des fonds qui sont assez appréciables sans pour cela perdre le contrôle des actions et sans pour cela avoir en fait même à fixer le nombre d'actions qu'ils doivent céder aux investisseurs. Les investisseurs ils sont en train de prêter de l'argent, mais sous vraiment, donc ça a une forme hybride qui est une dette non obligatoire, non garantie, mais aussi quelque chose qui va se convertir en une action avec un discount, avec une certaine remise sur les actions privilégiées.
J'ai ensuite levé 3,5 millions de dollars en fonds d'action privilégiés, Preferred Stock Series A, avec une valeur capitale de 7,5 millions de dollars. Et puis, une année plus tard, j'ai levé 4,5 millions de dollars sous forme de Series B, avec une valeur capitale de 14,5 millions de dollars. Donc, après avoir levé plus de 8 millions de dollars US, j'étais toujours détenteur de la majorité des actions et j'avais toujours le contrôle. Le point que j'essaie de vous faire, c'est que sans avoir cette structure de société par action, il aurait été impossible de lever ce genre de fonds, que ce soit 1 million de dollars ou 8 millions de dollars, c'est pas ça qui compte. Mais ce qui compte, c'est que j'ai pu lever des fonds, des fonds de montant beaucoup plus large chaque fois, mais à des valeurs de capitalisation de la société qui étaient aussi beaucoup plus larges. Chose qu'on ne peut pas faire quand on est une SARL. Et c'est là où le cadre juridique de l'Algérie doit encadrer et doit en fait faciliter ce genre de choses. Parce que maintenant en Algérie, si on veut faire une société par action, on va avoir 7 associés. Il n'y a aucune start-up qui commence avec 7 associés. Et quand on commence une start-up avec une SARL, il est impossible de ramener des associés avec des valeurs qui vont être en croissance. Et les instruments, bon, j'ai assisté à la présentation de monsieur Yazid, elle est très intéressante, mais en aucune slide, il a mentionné les débentures convertibles, les actions privilégiées, les warrants, c'est tous les instruments qui sont essentiels pendant la période précoce de la start-up, le early stage. La bourse, ça vient plus tard. Les investissements, les financements bancaires, ça vient plus tard, comme vous l'avez très bien indiqué. Donc, qu'est-ce que vous préparez pour les startups pour en fait faciliter et stimuler ces investissements? En fait, ils n'ont même pas besoin de financement public. Il y a beaucoup d'investisseurs. L'Alma, par exemple, les milliardaires de l'Alma eux-mêmes peuvent financer les investissements précoces de toute l'Algérie, de toutes les startups d'Algérie. Mais il n'y a pas le cadre juridique pour pouvoir les attirer vers ce genre d'investissement. Excellent. Alors, C'est une question très, très pertinente, Monsieur le ministre. On a déjà parlé avec l'autre fille, on a déjà discuté de ce point. Ce n'est pas normal qu'une start-up en Algérie doit être créée sous forme. Alors, je vais vous répondre de manière directe. Je vais vous répondre de manière directe et de manière technique. Alors, en fait, je vous remercie, Monsieur Belkhré, pour votre question qui est extrêmement pertinente parce que vous touchez vraiment, vous mettez vraiment dans le mille, en fait, on va dire. En fait, pour répondre très simplement à votre question, en Algérie, donc par rapport aux formes, différentes formes juridiques pour créer vous avez les SARL, vous avez aussi les SPA. Les SARL, ce n'est pas assez flexible. Les SPA, c'est trop contraignant. Minimum 5 actionnaires, minimum 1 million de dinars de capital. Donc, ce n'est vraiment pas une forme qui est adéquate pour la start-up. Et par rapport à ça, nous avons travaillé sur un amendement du Code du commerce pour introduire une nouvelle forme juridique qui s'appelle la SPAS, donc la SPA simplifiée. Donc, c'est une nouvelle forme juridique mixte et qui va permettre justement de pouvoir profiter, on va dire, des mêmes avantages, des mêmes facilités qu'offrent les SPA, notamment les primes d'émission, qui permettent de pouvoir lever des fonds sans pour autant que le porteur de projet, que le fondateur de la start-up ne soit dilué dans l'actionnariat, qui est, comme vous l'avez dit, qui est extrêmement important. Et sans pour autant s'encombrer avec les contraintes que pose la SPA. Le texte est prêt, donc il va bientôt être soumis pour… Et donc, avec cette forme-là, on veut d'un côté faciliter la levée de fonds et d'un autre côté aussi avoir une forme qui soit plus adaptée à la start-up dans la mesure où elle permet au fondateur de la start-up de rester, rester propriétaire de sa start-up, de ne pas diluer en cas d'investissement et puis d'avoir son mot à dire. Donc ça, c'est vraiment pour répondre à votre question de manière indirecte. Vous avez vraiment mis le moi dans le… Donc, on a aussi discuté avec M. Benmouhoub aussi par rapport au fait que cette nouvelle forme pourrait aussi s'adapter aux autres aspects en fait qui concernent l'entrée en bourse, etc. Et M. Benmouhoub a toujours été une personne qui est extrêmement engagée pour les startups et avec qui on a eu beaucoup d'échanges, que ce soit avec lui ou avec
M. Berrah, qui est le président de la COSOM. Donc, c'est vraiment quelque chose, vous avez vraiment mis la main, le doigt dans quelque chose qu'on est en train de traiter actuellement et qui est effectivement extrêmement important. Merci, merci. Je vous en prie. La contrainte, c'était beaucoup plus aussi le nombre des actionnaires. Alors, la SPAS, c'est minimum un actionnaire. Ah, très bien. Donc, le problème est résolu. Voilà. Donc, en fait, là, c'est une SPA, mais avec voilà, exactement. Donc, sans les contraintes Et par rapport au capital minimum? Alors, ça, c'est toujours en cours de discussion, mais on veut le mettre le plus bas possible parce qu'on considère que ce n'est pas ça le plus important. C'est-à-dire qu'on veut vraiment faire en sorte que ce soit le plus bas possible. Non, parce que la contrainte, ce n'était pas le montant du capital, beaucoup plus, mais c'était le nombre. Le nombre d'actionnaires, oui. C'est le nombre des actionnaires. Ouais, c'est Bachir, tfadal. Vous rajoutez encore votre estime, si Walid, Monsieur le ministre. Barakallahu fik. Merci. C'est Bachir, tfadal. Barakallahu fikum. En tout cas, ça fait plaisir de voir Si Yassine Walid, ministre, jeune, ça représente la jeunesse, avec un bon bagage académique. C'est le gouvernement qui envoie un message clair, comme quoi il est en train de changer la donne. Et ça donne espoir, en tout cas pour nous qui avons vu tellement de promesses non réalisées, tellement de déceptions. Donc j'espère que cette fois-ci va être la bonne. Je vous souhaite beaucoup de chance parce qu'il faut beaucoup de ça aussi. Non seulement il y a de la volonté, mais aussi les compétences, mais aussi de la chance. Alors, évidemment, le groupe d'experts et de membres de la diaspora et ceux qui sont locaux, déjà, je pense, on a tendance à oublier qu'il y a beaucoup de compétences qui se trouvent en Algérie et qui méritent d'être valorisées, qui méritent d'être mis devant les défis pour pouvoir mettre en œuvre leurs compétences. Je pense que ça, c'est très important à faire. Et puis, même maintenant, les gens de la diaspora, ils ne peuvent pas apporter une contribution valable sans travailler de manière rapprochée avec des gens qui sont sur le terrain. Bon, ceci étant dit, moi, ce n'était pas ça la question, c'était juste pour exprimer ma satisfaction de voir quelques actions posées qui vont dans la bonne direction et qui donnent espoir que le pays va devenir ce qu'on souhaite qu'il devienne. Moi, j'entendais, puis je n'étais pas sûr, donc je voulais juste valider. J'ai toujours eu l'impression que le gouvernement chez nous se mêle trop de choses. Il est partout, alors qu'il devrait être beaucoup moins présent dans l'environnement de l'entrepreneur, dans les startups et tout ça. Là. Le plus il s'efface, le mieux ça va être. Et tout ce que j'entends, c'est qu'il y a une règle là, il y a une loi, il y a un cadre législatif pour ci, pour ça. On ne peut pas faire ça s'il y a tant d'actionnaires. Je pense, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que ce soit le free-for-all, mais si on part avec une vision de dire il faut que le gouvernement pense à comment il peut stimuler la création d'entreprises, comment il peut appuyer les initiatives, comment il peut les soutenir financièrement, réduire leurs difficultés et surtout, enlever toutes ces barrières et toutes ces règles qui sont des contraintes inutiles. Parce que déjà, quelqu'un qui a une idée et puis qui veut développer un projet, il a déjà le défi de réaliser ce projet-là, de comment le mettre au point, si c'est une technologie, si c'est un nouveau concept. Ça, c'est là que les efforts de l'entrepreneur et du fondateur d'une start-up devraient être mis. C'est là qu'il faut qu'ils soient mis. Et non pas, il faut qu'il aille à ce bureau-là, obtenir tel papier, telle autorisation, et ainsi de suite. Et ce que j'ai entendu qui m'avait un peu surpris, je voulais juste valider, c'est que quelqu'un en Algérie, par exemple, une chose qu'on peut exporter facilement, c'est du savoir-faire, c'est du logiciel, c'est des services quelconques, donc quelqu'un qui a des compétences, qui vit en Algérie, mais ces compétences-là peuvent être utiles à un client à l'étranger. Ben, il offre ses services ou ses produits, il se fait payer en devises, euros, dollars, whatever. J'ai entendu comme s'il ne peut pas recevoir son argent dans la devise étrangère qui lui permet d'acheter d'autres affaires. Si c'est ça,
Ah, vraiment, on se tire dans les pieds, comme on dit ici, là. À C'est-à-dire, l'état vraiment, on est en train juste de s'enchaîner. Et puis, chaque fois qu'on arrive pour bouger, on crée des règles comme ça. C'est insensé pour moi, mais peut-être qu'il y a une explication quelque part. Il n'y a aucune explication pour faire simple. J'ai été peut-être le premier à dénoncer ça, et même avant, hein, avant ma nomination, pour vous dire. J'ai même souffert de ça personnellement, donc je peux vous dire que c'est vraiment. Et quand vous m'entendez un peu parler de cadre réglementaire, on est beaucoup plus dans le cadre d'enlever justement ces barrières-là qui freinent de manière tout à fait inutile le développement de l'écosystème et de l'entrepreneuriat plutôt qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour ajouter des barrières, mais beaucoup plus pour les enlever, etc. Donc là, c'est vrai, vous avez très bien entendu. Durant des années, c'était le cas. Ça décourageait beaucoup de personnes qui pouvaient facilement exporter du service, facilement exporter donc des compétences techniques, coding, etc. à l'international, et qui n'arrivaient pas à le faire. On a aussi assisté à un phénomène aussi d'Algériens qui exportaient leurs services et qui rapatriaient leurs devises dans des banques étrangères. Et ça, c'était malheureux parce qu'ils trouvaient plus de facilité à le faire dans des pays comme la Lituanie ou d'autres pays que de le faire en Algérie. C'était. Donc là, vraiment, on est en train de régler ce problème-là. On l'a exposé, on a eu on va dire la franchise de l'exposer tel qu'il est pour justement. Et c'était la question de Monsieur Amor. Voilà. Ouais, Voilà. amoureux. Voilà. Donc, effectivement. Et donc, je peux vous dire que l'une des grandes missions en fait, de notre ministère, c'est vraiment de faire sauter ces différentes, on va dire, contraintes qui, durant des années, ont découragé les jeunes, ont découragé les entrepreneurs, etc. Allah yaounak. Permettez-moi de rajouter quelque chose, c'est que actuellement, c'est dans les deux sens. Même quand on a un abonnement de cloud pour une entreprise de quelques euros par mois, ça devient difficile de payer. Donc, il faut balayer des deux côtés, en payant et en faisant des rapatriements aussi, à mon avis. Effectivement, en fait, c'est pour vous dire, c'est la raison même pour laquelle on a prévu un certain nombre de rencontres avec le gouverneur de la Banque d'Algérie, puisque c'est vraiment l'organisme qui est responsable de cette partie-là, hein, de tout ce qui est rapatriement de devises et tout ce qui est sortie de devises. Ce n'est malheureusement pas quelque chose qu'on peut traiter au niveau de notre ministère, mais parce que ça concerne directement l'économie numérique, hein, toutes les startups qui peuvent exporter du service et qui ont aussi besoin de payer leurs frais en nom de domaine, en Google Ads, etc. Donc, c'est vraiment des frais qui leur permettent de croître plus rapidement, des frais de marketing, etc. On considère que c'est extrêmement important et c'est vrai que la question de pouvoir éventuellement avoir une allocation plutôt pour les startups pour qu'elles puissent payer ces services-là est quelque chose d'envisageable. Mais comme je vous ai dit, ça ne rentre pas dans le périmètre d'action de notre ministère. On est là vraiment comme une force de proposition plutôt que voilà. Donc ça, c'est vraiment pour clarifier les choses. Est-ce qu'on peut espérer qu'au moins des startups peuvent avoir des cartes de crédit pour lesquelles ils peuvent utiliser avec des comptes de devises, tout comme les particuliers peuvent le faire aujourd'hui? Ça a été fait dans plein de pays, effectivement. Alors, c'est quelque chose que j'avais proposé, mais comme je vous ai dit, ça ne dépend pas en fait des prérogatives de notre ministère. Mais c'est quelque chose, c'est une idée que j'ai défendue et que je continue à défendre. Parce que la croissance de la startup implique aussi des investissements en termes de marketing. Quand on parle d'IA, on parle aussi de cloud, de force de calcul et de plein de choses en fait qu'on est dépendant de plein de services qu'on va payer en devises. Donc, c'est tout à fait ordinaire. C'est normal. Donc, c'est quelque chose que… Mais quand je vous ai dit, ça ne dépend pas de notre ministère. Donc, ce qu'on peut faire, c'est être un peu à force de proposition de tous ces gens-là et on espère que ça sera réglé. On espère vraiment que ce problème-là sera voilà. Si je peux simplement peut-être rajouter un point là-dessus. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Une fois, je connais une petite start-up qui a vendu des services en Afrique. Et la banque, elle bloque le rapatriement de l'argent. Il lui demande le DDIS, comment on appelle ça, le connaissement, quelque chose comme ça. Alors qu'on a exporté, voilà, un document, un titre de transport, alors qu'on a exporté un service. Et dans les anciennes… alors ça, c'est vraiment un scénario classique. D'ailleurs, je pense même qu'on connaît la start-up dont vous parlez. C'était pas le Sénégal par hasard?
J'avais déjà والله entendu. مش c'était une rencontre à Alger avec des startups, etc. D'ailleurs, Pour vous à dire, oui, l'époque, il y avait pour vous dire, moi-même, j'ai souffert de ça, donc je connais très bien le sujet. Je connais très bien قالوا le له sujet. un connaissement pour pouvoir un connaissement, un titre comme ça. Oui, Ouais. mais est-ce que, bon, les choses sont ce qu'elles sont. Est-ce que les gens qui ont peut-être créé ces lois-là ou qui veulent que ça continue comme ça donnent des raisons? C'est quoi? Parce que je peux comprendre quand on veut En fait, la- acheter des choses en devise, on va dire, écoutez, nos réserves en devise sont assez limitées, donc on ne peut pas permettre aux gens de faire sortir des sommes importantes. Mais quand on ramène des devises dans le pays, c'est quoi la raison? Pourquoi est-ce que quelqu'un va dire c'est pas une bonne chose, il faut contrôler et empêcher ça d'une certaine façon? En fait, pour faire simple, il y a des textes qui sont obsolètes, qui n'ont pas été mis à jour depuis les années 70, 80. Enfin bon, il y en a d'autres qui ont été. Mais en fait, c'est des textes qui ne se sont pas adaptés à l'évolution de l'économie mondiale. Si on revient juste 20 ans en arrière, le fait d'exporter du service, ce n'était pas extrêmement fréquent, encore moins des services numériques. Je peux vous dire que moi, je connais beaucoup d'éditeurs, par exemple, de solutions informatiques qui, durant des années, ont dû expédier des CD-ROM pour pouvoir rapatrier leurs devises, simplement parce qu'on n'arrivait pas au niveau des banques à concevoir qu'on pouvait exporter des choses immatérielles. Donc, ils étaient obligés d'exporter quelque chose de matériel, ne serait-ce que pour justifier le rapatriement de devises. C'est juste pour vous dire, hein, ça rejoint un peu ce que j'avais abordé tout à l'heure, hein, le fait que la réglementation doit s'adapter à la nouvelle technologie et non pas l'inverse. Et en s'adaptant, en fait, on enlève ces barrières-là parce que plus le temps passe et plus on se dit que beaucoup de barrières qui s'étaient imposées durant des années ne servent à rien et au contraire sont plus pénalisantes pour l'écosystème. Donc, je pense que le problème, c'est pas que ces gens-là n'étaient pas conscients, c'est juste de l'importance de la chose. C'est juste que les tests qui ont été faits dans une période de temps et que maintenant, c'est révolu et maintenant, bon, on assiste à de nouvelles formes d'économie numérique qui sont Ouais. pas. Voilà. Moi, j'ai Si, monsieur le une ministre, question, pour c'est votre allez, c'est réponse. permettez. Allez. روح سامي اسمعي. Ça Sur sera la la monétique, dernière parce qu'on doit clôturer, oui. oui. Sur la monétique, monsieur le ministre, d'abord, je vous remercie pour votre présentation intéressante. Parce qu'en fait, moi, comme j'ai dit, j'ai monté une structure à l'identex que j'ai fait en France depuis le mois de février. Et par exemple, la SATIM, aujourd'hui, qui est l'organe régulateur. Ah, il est allé au mute. Oh. Alors, en attendant qu'il revienne, notre ami Ismaïl, donc je pose une autre question. Il y a Je suis des là. startups algériennes qui veulent se faire racheter par une grande firme étrangère. Est-ce que c'est possible? C'est possible depuis. Bon, ça sera possible, j'ai envie de dire, quand la loi de finances complémentaire passera au niveau du Parlement et sera votée, parce qu'il y a eu un certain nombre de lois qui ont, durant des années, découragé l'investissement étranger et puis en Algérie, et puis notamment justement la règle des 51-49 et d'autres règles de préemption. Donc ce sera possible, mais pas. Ce sera possible, oui, bon peut-être bientôt, mais c'est un problème en fait plus général. Hein. Ça ne concerne pas que les startups, ça concerne toutes les entreprises. Donc, mais oui, c'est possible. Il faut donner juste deux. C'est bon, Ismaïl, tfadal. Oui, je suis là. En fait, monsieur le ministre, par rapport à la SATIM, qui est aujourd'hui l'organe de régulation pour la monétique, en fait, est-ce que c'est normal que la SATIM, elle fait le rôle de juge et partie, et d'où le blocage aujourd'hui, en fait, de développement du marché de la monétique, parce que moi, j'ai essayé juste de les approcher pour des demandes de certification. En fait, il faut passer par plusieurs étages. Le nombre de machines qui est agréé, c'est la croix et la bannière, etc. etc. Est-ce que vous avez déjà abordé ce sujet par rapport à l'organe qui devrait être normalement au-dessus de tout ça, c'est le GIE monétique.
Or, aujourd'hui, c'est la SATIM qui fait tout. Elle choisit les partenaires, elle choisit les matériels, elle les vend, elle certifie, elle fait les spécifications, etc., etc. Est-ce que vous avez des actions en cours là-dessus? Merci. Merci pour la question qui est très, très pertinente. En fait, j'ai abordé ce sujet en étant acteur économique, en étant dans la ministre. Donc, je connais un peu, disons, tous les problématiques qui concernent un peu l'accès aux certifications de la SATIM, etc. Parce que, je connais, enfin, c'est vraiment quelque chose que je connais assez bien. On a organisé il n'y a pas longtemps une table ronde avec Madame la directrice de la SATIM, que je salue. Je ne sais pas si elle est en train de m'en garder. Mais vraiment, il y a vraiment, hein, pour vous dire, c'est pas, je le dis de manière extrêmement franche et sincère, il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits au niveau de la SATIM pour faire sauter un peu toute la bureaucratie qui a entouré la SATIM durant des années et qui a pénalisé tout le e-payment en Algérie. Je peux vous dire qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits dans ce. Nous, on a émis un certain nombre de propositions pour la SATIM, parce qu'on considère que la SATIM ne peut plus être, comme vous l'avez dit, l'unique interface, interlocuteur. Ça ne peut plus être le cas. Notamment, enfin, l'Algérie, c'est un grand pays. Une personne qui veut, je ne sais pas, avoir du e-payment sur son site ne doit pas passer par une opération de certification et se déplacer jusqu'à Alger. Une personne qui est à Tamarasset et qui veut faire un site de e-commerce ne doit pas aller certifier à Alger, c'est absolument absurde. Et justement, pour se détacher de ça, parce qu'au final, ce n'est même pas sa mission, en fait, ce n'est même pas la mission de la SATIM. Nous, on a proposé qu'il y ait un cadre un cahier des charges qui puisse être mis en place pour avoir des intermédiaires de paiement électronique, un peu des PayPal ou des Paysera algériens, qui vont faire ce travail-là de proximité avec les différents acteurs donc du e-commerce des fintech en Algérie et qui auront comme interface d'un autre côté les banques. C'est quelque chose qu'on a justement abordé avec la SATIM et je sais qu'il y a un travail qui est en train d'être fait à leur niveau à ce sujet. Et ça, c'est vraiment, ça rentre dans le cadre de, comme l'a dit Monsieur Halimi, hein, dans le cadre d'enlever toutes les barrières bureaucratiques qui ont durant des années pénalisé et plombé tout l'écosystème. Après, on a aussi différentes fintech en Algérie qui ont proposé, qui continuent pratiquement quotidiennement à nous envoyer, à nous proposer des solutions de paiement électronique. Mais c'est ça en fait, c'est des responsabilités qui sont partagées entre différents ministères. Donc, et même pas que des ministères, hein, parce que quand on parle de mobile payment, on parle aussi de compensation entre les banques, donc du gouvernement de la Banque d'Algérie. Donc en fait, il y a plein d'acteurs qui rentrent en jeu. Mais moi, comme je reviens toujours à ce qu'a dit M. Halimi, moi je suis pour l'ouverture. En fait, il faut ouvrir le champ aux initiatives, il faut laisser le champ, on va dire, aux acteurs privés. Et il faut éventuellement pouvoir s'adapter aux nouvelles formes d'intermédiation en paiement électronique, les N24, les PSA, etc. C'est quelque chose d'extrêmement envisageable en Algérie. Ça pourrait régler beaucoup de problèmes. Les tiers confiance aussi. Leur faire confiance aussi, oui, effectivement. Donc, je rejoins parfaitement votre avis. Maintenant, pour ce qui est, donc vraiment pour revenir un peu au sujet de la SATIM, je partage parfaitement votre avis parce que je considère qu'on ne devrait pas dépendre d'un seul organisme, d'une seule administration en Algérie, d'une seule interface. Ce n'est pas quelque chose qui ne soit. Donc, à défaut, déjà, de faire en sorte que ces procédures-là se fassent en ligne. Et là, c'est une autre paire de manches. Il faudrait, comme je l'ai proposé, que ce soit délégué à des intermédiaires qui feront ce travail sur le terrain. On s'était prévu en fait qu'on fasse un certain nombre de rencontres avec la directrice de la SATIM et avec les différents directeurs donc pour élaborer un peu ce cahier des charges. On a malheureusement été un peu retardé par cette pandémie de coronavirus, mais c'est toujours un projet qui est d'actualité. Puis on va essayer d'avancer dessus rapidement. Et on est là si vous avez besoin d'assistance par rapport à notre expertise. Merci. De toute façon, alors, je vous le dis, hein, je vous lance. En fait, c'était même prévu qu'on organise un webinaire sur tout ce qui est fintech, e-payment, etc. Donc, et je serais ravi donc, de vous inviter à participer à la table ronde.
on fait ça régulièrement. C'est-à-dire qu'on essaie de ramener des gens d'administration, des gens qui sont sur le terrain, et on essaie de discuter tous ensemble pour trouver des solutions. Donc, voilà, je garde vos coordonnées pour vous inviter. Merci. Merci. Ali, on t'entend pas. Donc, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Donc, il y a une question de Souila Bouhamed. Oui. Souila Bouhamed. Boubacar. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci. Alors, d'abord, je tiens à vous remercier parce que là, c'est excellent ce que vous avez fait pour nous, les Algériens. Là, on est ici, non seulement à cause du confinement, on n'a pas sorti, mais aussi ici parce qu'on n'a pas eu de possibilité de se déplacer pour découvrir le monde là où vous vivez vous-même. Alors, Monsieur le ministre, une question. Vous avez dit que vous avez une dizaine de startups qui sont en fonction. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est peu par rapport aux capacités et tout ce qu'on a ici en Algérie? Alors là, s'il y a une possibilité de faire appel aux gens qui ont bénéficié du crédit CNAC et ONSEJ, parce que on suit très très bien les gens qui ont bénéficié, qui veulent vraiment travailler, mais malheureusement, vu les conditions exigées par les administrations algériennes, je dis bien les administrations, ils n'ont pas pu avancer. Donc, ils ont baissé les bras. Alors, malgré ces... Merci beaucoup. En fait, donc, je pense avoir partiellement répondu à votre question. En fait, l'ONSEJ, ce n'est pas sous notre tutelle, hein. Ce n'est pas forcément un mécanisme de financement qui est très adapté aux startups, vu que ça finance en dette, donc ce n'est pas vraiment quelque chose. Après, le sujet de l'ONSEJ, c'est vraiment un grand sujet, mais ce n'est pas géré au niveau de notre ministère délégué. Donc, c'est un peu pour répondre à votre question. Après, je ne sais pas, je n'ai pas très bien entendu. Vous avez dit 10 startups, je ne me rappelle pas avoir dit 10, mais je ne sais pas. Bon, en Algérie, on a quand même des centaines de startups, hein, des milliers de startups. Donc, non, on a quand même pas mal de startups, notamment pas mal de startups qui commencent à s'implanter dans d'autres pays d'Afrique, etc. Donc, c'est pas. Mais juste pour revenir au sujet de l'ONSEJ, parce que c'est une question qu'on me pose personnellement souvent, le dossier, la question de l'ONSEJ n'est pas géré au niveau de notre ministère délégué. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci beaucoup à tous les participants, à tous les conférenciers. On a passé ensemble une dizaine, 9 heures ou 8 heures ensemble. Merci beaucoup pour votre patience. Et on s'excuse pour les autres participants. Donc, on n'a pas pu répondre sur toutes les questions. Ça sera, Inch'Allah, demain pour d'autres conférences. Merci à tous et à demain. Ça sera un grand plaisir pour moi de vous voir demain, Inch'Allah, pour d'autres conférences à partir de 16h, Inch'Allah.